Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, est-ce que c'est nécessaire un micro? Non. Mesdames et Messieurs les académiciens des Hauts-Cantons, votre invitation m'honore. Je vous ai proposé plusieurs sujets et vous avez souhaité, chère Maya Paulin, que j'évoque ici le cheminement qui m'a amené à m'intéresser depuis plus de 60 ans à la vie dans les Cévennes traditionnelles, à collecter les éléments matériels et immatériels qui racontent comment des femmes et des hommes ont construit ce pays et y ont vécu. Cette démarche avait inscrite en moi depuis l'adolescence une finalité patrimoniale de conservation et de transmission, au moyen d'un espace dédié où les publics pourraient comprendre, pénétrer l'âme de ce petit pays et de son peuple, dont l'histoire et la culture sont si singulières et dont André Chanson disait « Ce dont je suis sûr, en revanche, c'est que ce peuple est allé jusqu'au bout de la plus terrible et de la plus magnifique expérience que peuvent faire les hommes. Il a payé le prix du sang et des larmes pour rester libre. Libre de la plus immatérielle des libertés, de cette liberté qui n'a d'autre asile que la conscience, et d'autre forteresse qu'un cœur désarmé, même quand ce cœur est celui d'un guerrier de la montagne. Cet espace, lieu chimérique au début, s'est concrétisé dans les différentes étapes du musée des vallées cévenoles, donc pour finalement trouver sa place depuis 2017 à Maison Rouge, à Saint-Jean-du-Gard. J'ai d'ailleurs eu le privilège et le plaisir de faire découvrir en 2019 à quelques membres de votre académie, conduits par Jean-François Zorn. Cependant, Madame la Présidente, votre choix n'est pas le plus aisé pour moi. Il n'est pas facile de parler de soi. C'est pourquoi ce n'est pas un propos de conférence ou de communication scientifique que je vais développer, mais en toute simplicité, apporter un témoignage. Raconter en 4 chapitres une histoire qui est à la fois une histoire de vie et l'histoire d'un musée. Alors, premier chapitre, histoire d'un collectage. Et tout d'abord, l'enfance. Je suis né et j'ai grandi dans une famille d'artisans et de paysans de Saint-Jean-du-Gard, enracinés dans la foi protestante depuis l'origine de la Réforme, où les différentes générations vivaient très proches les unes des autres, suivant un schéma traditionnel qui, aujourd'hui, s'est fortement dilué. Ainsi ai-je pu, dans les années 50, passer beaucoup de temps à écouter avec la plus grande attention et un réel plaisir ce remarquable conteur qu'était mon grand-père Raoul Travier, à la fois paysan et matelassier de son état. Il m'a d'abord initié à la langue occitane, ainsi qu'à la douloureuse histoire de son pays, les Cévennes, que résume le mot « résister » gravé sur la margelle de la tour de Constance. Il me racontait des histoires bibliques, sa guerre de 14-18, l'histoire de la famille. Il nous arrivait souvent de nous asseoir côte à côte et, ayant sorti un album de photographies de famille, il m'expliquait qui étaient les personnes qui en peuplaient les pages, leurs liens de parenté, ce qu'ils avaient fait. C'est ainsi que j'appris qu'au milieu du XVIIIe siècle, avec le développement de la sériciculture, les Traviers, tisseurs de cadis, devinrent des burrataires, des tisseurs de filoselle, dans la maison que j'habite toujours. Mon arrière-grand-père, Jules Travier, cessant son activité en 1900, fut le dernier de cette filiation. Alors, dans toute cette lignée, il était un personnage qui me fascinait. C'était Jean-Pierre Travier, arrière-grand-père de Raoul, soldat de l'Empire qui avait côtoyé Napoléon Ier.
La photographie conservée le présente à un âge fort avancé, peu avant sa mort, survenue en 1876. Mon grand-père me racontait les campagnes du Grognard en me montrant sa croix de la Légion d'honneur ou l'étoile des braves et d'autres souvenirs précieusement conservés dans la famille. Ainsi, je compris qu'on ne venait pas de nulle part et qu'on avait des racines et une identité. Mon enfance s'est partagée entre Saint-Jean-du-Gard et le Fontagneux en Haute-Vallée-Borgne, le temps des vacances, dans une maison que mon père y avait acquise. J'ai là partagé le quotidien de nos divers voisins, de vieux paysans pour l'essentiel, avec qui j'ai participé aux travaux du mas, gardiennage des troupeaux, fabrication du fromage de chèvre et du pain cuit au four familial, fenaison, moisson, etc., etc. J'ai écouté et j'ai appris bien des savoirs, à la petit détail de la fabrication de l'huile de cade avec un berger de la Cambre hospitalier, au conte qui se racontait dans les vignes. Je fus très profondément marqué par notre plus proche voisine, Noémie, cette petite vieille recroquevillée. En retard de la Noémie. Non. Voilà. Noémie, cette petite vieille recroquevillée, les doigts paralysés, qui vivait toute seule, malgré son handicap. Elle allait chercher son eau à la fontaine par un sentier escarpé, mais au retour, le seau se trouvait à moitié vide tant elle pâtissait à le porter. Elle me parlait de son enfance assez heureuse, mais aussi de sa vie difficile. Elle avait perdu ses deux fils à la guerre, l'un en 1915, l'autre en 1916. Avec son époux, il s'était rendu sur le front afin de récupérer le corps du premier et l'avait transporté dans une malle jusqu'à leur domicile, où ils le conservèrent 5 longues années. Puis, quand en 1920 la dépouille mortelle du second leur fut rendue, nuitamment, ils en ouvrirent le cercueil pour réunir les deux frères, qui furent ensevelis ensemble, en secret, sous la maison dans le cimetière familial. Sans doute avait-elle beaucoup souffert. Son mari était devenu irascible et mauvais. Pourtant, elle ne se plaignait jamais. Sans aucune trace d'amertume, semblable à Job, elle m'apprit quelle était la réalité quotidienne de ce pays, dur et âpre s'il en est, mais auquel on s'accroche parce qu'il vous lie jusqu'aux entrailles. J'avais 12 ans quand mon grand-père est décédé, et je me suis alors lié à un pasteur retraité, Gaston Calix, écrivain et érudit local, un des fondateurs du Musée du désert. Il m'initia à l'histoire cévenole comme à celle du protestantisme. Je lui rendais visite régulièrement le jeudi après-midi dans son cabinet de travail, aux murs tapissés de livres, du sol au plafond. Souvent, interrompant son propos, il se levait, se dirigeait vers un rayonnage d'où il tirait un livre, l'ouvrait et me lisait un passage. Et j'étais très impressionné par cette accumulation de savoir, en me disant que moi aussi, un jour, je m'entourerai de tels amis, selon la formule de Voltaire. Par ailleurs, c'est dans le cadre du scoutisme unioniste que je participais à mes premières enquêtes à caractère ethnographique. En effet, notre chef, conscient de la rupture générationnelle grandissante, favorisait les contacts par le truchement d'enquête auprès des anciens. Une prise de conscience. Ainsi, ai-je acquis par transmission naturelle, grâce à cette fréquentation constante des anciens, un vaste ensemble de connaissances. Je pris d'abord conscience du privilège qui était le mien, eu égard à mes camarades qui ne nourrissaient pas du tout ce type de relation. Dans un second temps,
je compris que la chaîne de la transmission était fragilisée. Les anciens, éloignés des plus jeunes, ne pouvaient plus assumer leur rôle de passeurs. De ce constat, naquit en moi le désir de collecter, d'engranger cette mémoire menacée. Il s'agissait de recueillir tout ce qui en était porteur. C'est ainsi que vers 13 ou 14 ans, j'entrepris une collecte systématique qui devait aboutir plus de 50 ans après à la collection de l'actuel musée des Vallées Cévennes. Alors, les modes d'acquisition. La constitution des collections n'a pas été le fait de campagnes ponctuelles, comme c'est souvent le cas pour d'autres musées, mais bien davantage le résultat d'un engagement constant. Commencé à la toute fin des années 50, il s'est poursuivi jusqu'à ce jour, sans interruption. C'est d'abord le fonds familial que j'explorais, puis les relations familiales, et notamment celles de la Vallée-Borne. Je mis à profit les contacts professionnels de mon père pour étendre l'aire de mes investigations. L'accompagnant souvent dans ses déplacements, je récupérais, généralement à titre gracieux, tel ou tel objet ou document. L'acquisition était toujours complétée par le recueil des informations nécessaires à sa compréhension, définissant le contexte de son emploi, son mode d'utilisation, tout un discours le concernant. Cette collecte fut le fruit de rencontres renouvelées, de partages où on échange bien des propos anodins, mais d'où, peu à peu, naît une relation privilégiée qui débouche sur une véritable connaissance de l'autre, dans une relation de confiance et de respect mutuel. Le procédé est laborieux, mais extrêmement fécond. L'époque était propice au collectage. En effet, dans les années 50 et 60, les Cévennes ayant subi un exode rural sans précédent étaient vieillissantes. Les populations, en proie à une profonde lassitude, affichaient un réel pessimisme quant au devenir du pays. Elles développaient même parfois un complexe d'infériorité vis-à-vis de la vie urbaine, synonyme de modernité. Dans ce contexte, l'adolescent que j'étais recevait un bon accueil. On me parlait librement de ce qu'on avait sur le cœur, on m'ouvrait les armoires, les caves, les greniers, me laissant emporter ces parcelles d'une mémoire qu'on jugeait condamnée, mais qu'au fond de soi, on souhaitait voir transmettre. Ainsi, fut rassemblé un fonds important de témoignages et d'objets relatifs au patrimoine ethnographique des Cévennes. Voici quelques exemples d'acquisition. Dans un cadre strictement professionnel, j'ai rencontré un vieux couple d'anciens éleveurs d'ovins de la Salenne. Au-delà de la relation commerciale, on s'est entretenu de la vie d'autrefois. Un jour, ils m'ont invité à prendre un repas. C'est alors que le vieux berger m'a raconté que dans une pièce du mas, il avait rassemblé tous les outils et objets relatifs au troupeau, notamment les sonagnes et leurs colliers décorés, peints et surtout sculptés, auxquels il était fort attaché. Il ne les montrait à personne, mais il m'invita à aller les voir. Et pour accéder à l'espace en question, il fallait traverser une magnanerie transformée en débarras. En y pénétrant, j'ai tout de suite remarqué sur un vieux coffre à grains la présence d'un fourneau de peigneur de laine en terre cuite. Je n'avais encore jamais vu cet objet que je ne connaissais que par l'encyclopédie de Diderot. Interrogé sur son usage, le berger octogénaire m'avoua son ignorance, précisant même que sa grand-mère, autrefois, n'en savait pas plus que lui. La chose n'est pas étonnante. Le travail de la soie, ayant dans ce secteur cévenol supplanté totalement le tissage de la laine vers la fin du XVIIIe siècle. Instruit de l'intérêt historique et technique de cet objet, le vieux paysan s'est fait une joie de me l'offrir. Une autre fois, conduisant une vieille dame amie de mon épouse chez sa parentèle de la région de Valleraude, j'ai repéré au bord d'un sentier une pierre arrondie, taillée dans un bloc de frédronite, cette roche éruptive fréquente dans les vallées schisteuses.
Sur sa seule face plane apparaissait la feuillure et les gonds d'une petite porte disparue. Alors j'ai interrogé mes hôtes à propos de son usage. Et comme il m'a été répondu qu'il s'agissait du couvercle d'une pise d'une de ces cuves à huile, je manquerais de votre partie. On me répondit qu'elle avait été utilisée dans le poulailler comme abreuvoir, que le gel au cours de l'hiver rigoureux l'avait faite éclater, et que, devenue inutile, elle s'était peu à peu enterrée dans le dit poulailler. On me promit alors qu'on la chercherait. Plusieurs visites ont suivi sans que les recherches aient été effectuées. Et un jour, la pierre avait été retrouvée, mais il a manqué le fond que le gel avait détaché de la cuve. L'aïeul se souvint alors qu'il l'avait utilisé pour lester les tôles ondulées couvrant un hangar. Et comme tout le monde s'était pris au jeu, on a acquérir une échelle afin de substituer à l'objet en question une quelconque lose épaisse. On rapprocha les trois éléments pour reconstituer la cuve couverte que je pus photographier dans son intégralité, sans oser en demander en faire l'acquisition. De nombreux mois passèrent, jusqu'au jour où la parente de la famille, proche de mon épouse, obtint l'objet, qui rejoignit les collections. On pourrait ainsi multiplier les exemples et montrer que, dans le collectage, chaque objet a une histoire propre, liée à une relation particulière ayant permis à un moment donné son intégration dans les collections. Alors, chapitre 2, présentation des collections au public. Je dois à ma mère une forme d'éducation muséale. Elle était enseignante, professeure de mathématiques. Eu égard à l'intérêt que je portais à l'histoire et aux objets, elle me conduisit régulièrement dans divers musées régionaux, l'incontournable musée du désert, les musées nîmois, dont le musée du vinyle, le musée du Colombier à Alès, etc. Et l'œuvre de Frédéric Mistral, le Muséum Arlatin. Ce dernier me marqua profondément, notamment les dioramas reconstituant des scènes de vie comme la veillée de Noël ou la chambre de la couchée. Là, devant cette vitrine, ma mère me raconta comment, quand mon frère aîné naquit, alors qu'elle était jeune institutrice à Toiras, les voisines lui rendaient visite, portant les quatre présents traditionnels, l'œuf, le pain, le sel et la bûchette. Chacune prononça le vœu rituel correspondant, que l'enfant soit pain comme mignon, pain comme œuf, bon comme le pain, bon comme le pain, brave comme la salle, sage comme le sel, et drette comme une croquette, droit comme une bûchette. Cette restitution muséale, mettant en perspective le témoignage de ma mère, me toucha particulièrement et provoqua un déclic. Alors, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, je ne m'engageais pas dans des études en sciences humaines. Au contraire, je m'orientais vers les mathématiques pour obtenir un diplôme d'État d'ingénieur spécialisé dans le génie civil. Ma passion originelle n'en fut pas altérée pour autant, et choisissant de vivre au pays, je rejoignis l'entreprise familiale et continuai le collectage tout en me donnant les moyens d'ouvrir les collections au public pour satisfaire à l'impérieux devoir de restitution. Le premier embryon du fonds a été présenté au cours de l'été 1965 à l'occasion d'une exposition temporaire constituant la restitution d'un travail collectif d'enquête sur les Cévennes émanant d'un groupe de jeunes de la paroisse de l'église évangélique libre de Saint-Jean-du-Blanc. En 1966 et 1968, j'ai été sollicité pour réaliser des expositions dédiées aux Cévennes dans le cadre des fêtes de la chapelle de Chambry. Ce fut l'occasion pour moi de rencontrer et de tisser des liens amicaux avec des personnalités cévenoles comme l'abbé Jean Roux de Vialas, le docteur Jean Pelé de Genouillac et son association Fonds Vive, l'écrivain Jean-Pierre Chabrol,
le photographe amateur André Nicolas, qui prit par la suite grande part sur la vie du musée. En 1969, s'ouvrait une exposition permanente dans les locaux familiaux, sous la responsabilité d'un petit groupe que nous avions créé, l'Association des Amis de la Vallée Borne. Sans doute à ce professeur Philippe Joutard et son épouse Geneviève qui, dès 1969, s'investirent le plus pour encourager, soutenir, défendre le travail de recherche et de restitution que menait notre association au travers de son exposition permanente qui s'appelait « La vie en Cévennes ». Grâce à lui et à sa caution scientifique, les collections devinrent un outil pédagogique utilisé par des enseignants du secondaire comme de l'université. Il engagea ses étudiants à nous rencontrer. Ainsi, Jean-Noël Pelin découvrit l'exposition. Notre rencontre devait déboucher sur une longue amitié et une riche collaboration. Au-delà de Philippe Joutard, le soutien s'étendit à différentes associations culturelles, notamment le Club Cévenol, où je fis la connaissance d'Adrienne Durand-Tully, avec qui j'ai partagé bien des recherches et une grande amitié. La notoriété de l'exposition croissant, le maire de Saint-Jean-du-Gard, Robert Hélas, très fortement épaulé par Émile Lénaud, directeur du Parc national des Cévennes, entreprit d'institutionnaliser ses collections en leur fournissant un lieu de conservation et de préservation au public, et de présentation au public. Pardon. Il s'agissait d'un ancien relais d'affinage du XVIIe siècle. Par convention, la ville propriétaire des bâtiments confiait la gestion économique et scientifique de ce lieu à l'association qui demeurait propriétaire des collections. Un colloque sur les musées de société. En 1982, l'inauguration du lieu muséal de présentation des collections a été l'occasion de réunir pour la première fois en France un colloque consacré aux musées de société dont le titre était « Rôle et devenir des petits musées de culture populaire ». Philippe Joutard et ses collègues de l'Université d'Aix-en-Provence lui insufflèrent sa résonance scientifique et médiatique. Une soixantaine de structures liées à des musées de société venant des quatre coins de l'Hexagone, de Corse et du Val d'Ost en Italie, étaient représentées. À ces délégations s'ajoutaient des universitaires et des représentants des institutions du ministère de la Culture, et notamment la mission du patrimoine ethnologique et la direction des musées de France. Pendant 3 jours, la problématique posée par l'éclosion d'une multitude de petits musées d'ethnographie fut largement débattue. Le journal Le Monde de dimanche, par la plume de Frédéric Gossin, s'en est fait l'écho, et le Club Cévenol en a publié des actes. Après 1982, les collections, comme les publics, se sont accrues. Ces derniers sont passés de 6 800 visiteurs à 22 000 annuels en 1989. Autre étape, Musée de France, un nouveau statut des collections. Avec le soutien de la DRAC Languedoc-Roussillon et sous le contrôle de l'inspection générale du musée, le fonds constitutif du musée des Vallées Cévenol a été présenté le 8 juin 1999 au Conseil artistique des musées classés et contrôlés. Les membres de ce conseil se sont prononcés favorablement, à l'unanimité, pour la reconnaissance de ce musée au titre des établissements contrôlés par la direction des musées de France. Par ailleurs, dans le rapport, le caractère exemplaire de ce musée a été souligné par la Commission, qui a également relevé le très grand intérêt et la cohérence des collections déjà réunies, ainsi que le remarquable travail scientifique qui a préaludé à la constitution du fonds du musée et qui continue à être mené. Cette reconnaissance par le ministère de la Culture a apporté une garantie supplémentaire pour la pérennisation des collections et a constitué une première étape incontournable pour tout projet d'évolution du musée. Chapitre 3,
une nouvelle implantation du musée. Bien que doté de qualités architecturales intéressantes, le site abritant les collections depuis 1982 présentait des faiblesses et nécessitait une restructuration indispensable à la survie du musée. Ces locaux manquaient d'un espace d'accueil public, d'une boutique, d'espaces dédiés aux expositions temporaires, aux animations culturelles et aux activités pédagogiques, et enfin, des réserves décentes. Le musée coincé dans le tissu urbain ne pouvait s'agrandir. La fréquentation de l'exposition permanente vieillissante, après une croissance régulière, était en régression. Il semblait totalement illusoire de vouloir la dynamiser à nouveau, sans restructurer le musée et le doter des outils indispensables à la fidélisation des publics. L'association que je présidais, ainsi que la municipalité, conduite par Lucien Aforti, n'ont pu se résoudre à assister sans réagir à son obsolescence, voire sa disparition. La libération programmée du site de Maison Rouge constitua une opportunité en vue du transfert du musée des Vallées Sévenoles. Toutefois, il fallait un maître d'ouvrage. La commune n'en avait pas les moyens et le département avait décliné l'offre. Or, le bassin d'Alès, au passé industriel fortement sinistré, se tournait vers des activités de substitution dont le tourisme, et notamment un tourisme culturel fortement arrimé à la destination Cévennes. Dans ce contexte, il est apparu judicieux au président Rostand que la communauté d'agglomération du Grand Alès soit le maître d'ouvrage du transfert du musée des Vallées Sévenoles à Maison Rouge, dans la mesure où les communes du canton rejoignaient l'agglomération. Après l'acquisition du site de Maison Rouge, j'ai été engagé avec l'émission d'élaborer le projet et d'en suivre la réalisation. Quant à l'association Les Amis de la Vallée d'Orne, elle fit, par acte notarié, la donation à l'agglo des collections. Alors, quelques mots sur le site. Maison Rouge est un site remarquable pour deux raisons au moins. Sa qualité architecturale et la place qu'elle occupe dans l'histoire de la filature française de la soie. Cet ensemble industriel présente toutes les caractéristiques de la typologie des filatures de grande capacité de l'arrondissement d'Alès. Il en est parfaitement représentatif, tout en étant exceptionnel par les soins architecturaux et ornementaux qui y ont été apportés. On remarque d'abord son escalier monumental en fer à cheval, avec ses garde-corps constitués de mains courantes de pierre soutenues par des balustres de terre cuite. La filature, proprement dite, édifiée entre 1836 et 1838, est un vaste édifice parallélépédique à deux niveaux, éclairé par des baies cintrées. Les vastes verrières plein cintre de l'étage supérieur constituant la principale caractéristique du bâtiment, car elle procurait l'éclairement naturel maximal indispensable au tirage de la soie. Leurs arcatures moulurées aux clés de voûte sculptées participent à la richesse ornementale de ce bâtiment industriel. Maison Rouge a été inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Cette filature porte une bonne part de la mémoire soyeuse de Saint-Jean-du-Gard et des Cévennes, mémoire riche s'il a dit. Rappelons qu'en 1856, Saint-Jean-du-Gard, rassemblant une population de 4450 habitants, comptait 23 établissements travaillant la soie, employant 1090 femmes et 150 hommes. C'est sur ce site que pour la première fois en Cévennes fut installée en 1809 l'innovation technique, le procédé Jean-Soul, qui allait permettre à l'industrialisation de la filature de soie, jusque-là restée artisanale. C'est aussi, fermant ses portes en 1965, la dernière filature de soie française avant une tentative avortée de relance. Chapitre 4.
la réalisation du musée. Alors tout d'abord, le projet scientifique et culturel. Chargé de mission par le Grand Alès pour conduire le projet Maison Rouge, j'ai rédigé dans un premier temps le projet scientifique et culturel, la jargon des musées appelé PSEC, document de base pour tout projet de musée classé Musée de France, dont l'élaboration se fait sous le contrôle d'un comité scientifique. Il prévoyait 3 volets culturels ouverts au public. Premièrement, des espaces intérieurs dédiés à l'exposition permanente, aux expositions temporaires, ainsi qu'à l'accueil des animations culturelles et l'animation pédagogique. Deuxièmement, un espace extérieur de visite et d'interprétation du site historique. Troisièmement, un jardin ethnobotanique présentant les espèces botaniques utilisées en Cévennes à des fins médicinales, vétérinaires, alimentaires, tinctoriales, artisanales, ludiques, etc. Il développait de manière très précise et détaillée le contenu et l'organisation de l'exposition permanente. Il en définissait certaines exigences comme la place des Cévennes contemporaines, celle de l'Occitan ou celle des multimédias. Un des enjeux majeurs résidait dans les choix scénographiques. Et j'étais du reste un peu inquiet, sachant bien surtout ce que je ne voulais pas. Extrait significatif du PSEC. Le rôle majeur de l'objet ici est d'être le médiateur entre les hommes d'aujourd'hui, aujourd'hui disparus, et les visiteurs. L'objet qui se donne à voir et à comprendre est passeur de mémoire. La scénographie doit être respectueuse du sens de l'objet et prioritairement révéler le témoignage de l'objet par rapport aux hommes et aux femmes qui l'ont fabriqué et utilisé, y compris dans des réemplois. Cette exigence nous tient particulièrement à cœur. En effet, il peut facilement y avoir un détournement du sens de l'objet, tel que nous l'avons évoqué plus haut, au profit de ses qualités intrinsèques, vues au travers du seul prisme des critères esthétiques, matière, forme, proportion, décor, patine, etc. L'objet est alors perçu uniquement comme s'il s'agissait d'un objet d'art. Il y a changement de son statut. Il s'agit d'une perversion souvent accentuée par le fait que, comme pour les objets d'art, l'unique mode d'appréhension généralement retenu est la perception visuelle dans une mise en scène où la lumière le magnifie. En effet, qu'y a-t-il de commun entre un bigot dont on observe l'usage qu'en fait un paysan arrachant ses pommes de terre et le même outil, ciré, savamment éclairé, dans une vitrine? Le projet architectural. Le concours d'architecture a été remporté par un groupement dont le mandataire était l'agence Pierre Burpa et associé de Lyon, avec Marion Lyonnais comme muséographe scénographe. Le projet architectural se déclinait en 2 volets. L'un concernait la restauration et l'aménagement de la partie ancienne, protégée au titre des monuments historiques, avec l'exigence de conserver tout ce qui faisait mémoire. L'autre consistait à créer une extension contemporaine pour satisfaire aux besoins décrits dans le programme. La restauration du bâti ancien s'est faite en étroite collaboration avec les services des monuments historiques. Créer une extension conséquente au bâti ancien était une véritable gageure. En effet, comment créer un nouveau bâtiment résolument contemporain, jouxtant l'ancien, sans pour autant qu'il se heurte? L'agence Burpa a d'abord imaginé des volumes apparentés à celui de Maison Rouge, qui est un long parallélépipède rectangle, 5 fois plus long que large. L'extension est une association de 3 longs volumes simples, avec des décrochés de toiture et de façade. Les toitures terrasses sont des terrasses végétalisées afin d'épurer les lignes.
Un autre facteur d'intégration réside dans le choix des matériaux. Il y a d'une part les murs de schiste, avec l'apparence d'un appareillage à pierre sèche. D'autre part, la façade sud associe le verre et l'acier que protègent des fascines de châtaigniers servant de pare-soleil. Des galeries de verre assurent de manière heureuse la liaison entre le bâti ancien et le nouveau. Le choix du schiste et du châtaignier, matériaux de base des vallées cévenoles, a aussi une connotation symbolique. Enfin, cet usage de matériaux traditionnels de l'architecture ancienne des Cévennes dans un aménagement contemporain renforce l'idée que ce musée reste vivant, qu'il n'est pas un regard passéiste, mais bien une expression d'un pays, certes enraciné dans une histoire, mais se projetant dans un présent assumé et vers un avenir délibérément construit dans la modernité par ses habitants. Le projet muséographique. Mes craintes à propos de la muséographie, de la scénographie, étaient vaines. Tout de suite, Marion Yonnet et moi-même avons été sur la même longueur d'onde à propos du respect du sens des objets. Elle a recherché des solutions qui satisfassent au mieux le PSC. Voici comment elle résume son travail. Pris entre passé et présent, 5 grands thèmes identitaires sont à parcourir entre 2 architectures, dans un ordre de cheminement précis, qui narre le paysage construit, l'arbre à pain, l'arbre d'or, l'habitat et la vie domestique, et le fait religieux. La scénographie place l'objet au centre du discours et le met en scène dans sa fonction originelle. Rendu accessible et vivant, il est exposé sans ostentation, pour témoigner de l'intelligence de la civilisation cévenoise. Cinquièmement, pour conclure. Témoignage de la Cévenne ancienne, ce musée doit aussi être le révélateur de la Cévenne vivante du XXIe siècle. C'est d'ailleurs dans cet esprit que j'ai souhaité que la première exposition temporaire soit symbolique, en invitant Marie Leclerc, installée avec son époux dans un mas de Saint-Jean-du-Gard en 1973, ils se sont consacrés à l'élevage de chèvres et à la production d'un peladon de grande qualité. Dans le cadre de la tentative de relance de la soie, Marie Leclerc s'est investie à partir de 1977 dans le tissage de ce matériau sur un métier à bras de fabrication lyonnaise. La relance cévenoise ayant échoué, Marie n'abandonna pas pour autant le travail de la soie, mais elle évolua vers une production purement artistique. Elle tisse sur des métiers mécaniques, utilisés comme des métiers à bras, des tentures de dimensions variables, qui sont des œuvres de création. À des chaînes de soie, elle associe des trames composites alliant à la soie des matériaux divers et improbables, comme des bandes de papier découpées dans des magazines ou du plastique provenant de sacs poubelles. Le résultat de ce travail est plus que bluffant et témoigne de toute la créativité et de la sensibilité de l'artiste, ainsi que d'une maîtrise technique totale. Il m'a semblé que pour l'exposition temporaire d'ouverture et d'inauguration, l'œuvre de Marie Leclerc était symbolique à plusieurs titres. D'abord, il s'agit d'un travail de création artistique contemporain autour de la soie, un des thèmes majeurs du musée, lui-même installé dans une filature historique. Par ailleurs, l'artiste appartient à ces néo-cévenols qui ont choisi de vivre dans ce pays, qui y ont apporté des activités diverses, prenant une part active à la vie de ces vallées, et dont la venue a inversé une courbe démographique longtemps déclinante. Marie et son mari ont parfaitement réussi ce choix de vie. Ils se sont enracinés dans ce pays, et avec eux leurs enfants qui y créent, chacun dans son domaine. Mes successeurs ont poursuivi dans ce sens, en mettant en place en 2019 une exposition consacrée à Maya Pollen et à Pierre Pollen,
ces créateurs de renommée internationale qui ont aussi fait le choix de s'installer en Cévennes. Je vous remercie. Merci beaucoup.